Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition d'Horizon Sport avec nos invités véritablement installés, nos invités avec lesquels nous allons débattre des actualités de quelques sports, notamment donc on parlera de cyclisme avec nos invités qui sont là. Bien entendu, on parlera de billard, on parlera de karaté, avant de parler de football avec notamment les éliminatoires et ce match retour comptant pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. On parlera bien entendu de Ligue 1 et de Ligue 2 et des Lions indomptables du Cameroun. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun, madame, monsieur. C'est donc Horizon Sport qui démarre avec nos invités qui sont là, comme je vous l'ai dit. Bonsoir à monsieur Jacques Cuissy, qui est le président de la Ligue régionale de la FECA Cyclisme. Bienvenue. Merci, bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, Jacques Cuissy qui est là, le Tour cycliste international du Cameroun qui est terminé et le Cameroun qui a sa moisson. Ah, comme vous le dites, mais je pense que nos enfants ont donné ce qu'ils pouvaient pour au moins remporter les deux étapes, à savoir la première étape Et la dernière étape. Mais vous dites nos enfants, parmi lesquels votre enfant, votre fils, qui faisait partie de l'équipe nationale du Cameroun, qui n'a pas gagné d'étape, pourtant fils de grands champions. Comment justifier cela? Ah, vous savez, tous sont mes enfants. Hein. Déjà qu'ils sortent du même moule, à savoir Douala Vélo Club. Tous sont mes enfants. Et quand je suis en compétition avec eux, la chance est ouverte à tous les cyclistes qui prennent part à cette compétition pour le compte du Cameroun. Voilà, on reviendra certainement de long en large là-dessus, même si on se serait attendu à voir le jeune Cuissy remporter quelque chose, lui qui a préparé à des compétitions, à 2 compétitions internationales avant ce tour international cycliste du Cameroun. Clément Zeko, bonsoir. Bonsoir. Bon début de week-end à vous. Je vous en prie. Bienvenue. Je vous en prie. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. On est une fois de plus content d'être là et je profite de l'occasion pour dire bonsoir en le nom de la 4e set à table qui prend l'avion demain. Voilà, bonsoir, bienvenue. Alors, Vassilou Sessémé, qui nous a quelque peu fait bon la semaine dernière, qui est là aujourd'hui. Vas, petit nom, bonsoir. Bonsoir Eric Massanjoumou. Bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ben, il faut simplement dire que ça a été difficile parce qu'on participait là à un séminaire de vidéo-analystes et c'est vendredi qu'on a pu terminer. Donc, la route nous a véritablement fait faux bon parce que un grumier, juste avant le péage de DA, est tombé en panne qui nous a bloqué au moins pendant 2h30. C'est important de le dire donc, parce que les téléspectateurs m'ont demandé où est passé Vassilous, qu'est-ce qui s'est passé donc, pourquoi je me retrouve pratiquement seul. On était chagrinés, désolés et tout parce que on y était quasiment déjà à 18h30, 19h lorsqu'on sait qu'en 45 minutes on aurait pu être à Douala, préparer l'émission tranquillement et tout. Donc voilà ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il faut dire que je suis arrivé, mais il n'y avait plus la possibilité. On s'est retrouvé, il faut le dire aux téléspectateurs, on s'est retrouvé à la fin de l'émission avec Vassilous, avec ses valises et tout. Bon, l'émission était terminée. Alors, madame, monsieur, on va démarrer avec le Tour international cycliste du Cameroun, qui s'est achevé dimanche dernier avec l'étape qui ralliait Bafia à la ville de Yaoundé. Bafia, Yaoundé et l'arrivée, l'apothéose au boulevard du 20 mai, le Tour international cycliste du Cameroun. 8 étapes avec 2 remportées par les Camerounais. Et au finish, on retient que même si c'est un Camerounais qui a remporté la dernière étape en la personne de Sikondi Gislain, il faut dire que c'est un Rwandais qui a été sacré maillot jaune de cette édition du Tour cycliste international du Cameroun, le Rwandais qui s'appelle Iwi
Yimana Bonaventure, qui termine donc toute la compétition avec un chrono de 21h53 secondes 20 tierces, et alors que le premier Camerounais, Kamzon Abesolo, qui termine 13e de cette course, est à 8 minutes 53 secondes, avec donc un chrono de 22h 2 minutes 13 2 minutes 13 secondes. Voilà le chrono pour le premier Camerounais. C'est beaucoup, on peut le dire. Donc c'est beaucoup. 8 minutes 53 secondes d'écart entre Kamzon Abesolo et le premier, le maillot jaune, Oué Zeyimana Bonaventure, le Rwandais, qui termine maillot jaune. Jacques Lucie. Oui, vous savez, ce n'était pas nous n'avons pas souhaité encaisser vraiment ces temps-là, mais vous savez, en compétition, tout peut arriver. Et nos enfants le premier Camerounais était à plus de 8 minutes. Pratiquement 9 minutes. C'est 8 minutes 53, ça fait 9. Bien sûr, mais c'est difficile à comprendre, mais c'est ça la compétition aussi. Hein. Vous savez, ça a été très très difficile cette compétition, vu le climat, vu l'état des routes, vu tout ce qui était en préparation pour cette compétition. Vous savez, c'était une compétition qu'on avait d'abord renvoyé au mois de mars dernier, c'était prévu au mois de mars. Après, le Cameroun n'était pas prêt, il a fallu plaider auprès de l'UCI qui a reprogrammé la compétition au mois de mai, et finalement la compétition qui a été organisée. Mais toutes les difficultés présentées par le président de la Ligue régionale de la FECA cyclisme pour le littoral, c'est les mêmes difficultés auxquelles on fait face les athlètes d'autres pays, notamment cet athlète rwandais, ce cycliste rwandais, Zeyimana Bonaventure, qui termine en tête avec 9 minutes d'avance sur le premier Camerounais. Oui, mais disons qu'on peut se satisfaire déjà que le tour ait eu lieu, parce que quand on se souvient qu'en mars ça avait été reporté, on a craint à ce moment-là que le Cameroun devait essuyer la colère et le courroux de l'UCI par rapport à ce calendrier qui ne s'était pas tenu, étant entendu que dans le calendrier des événements de l'UCI, c'est une course d'importance qui attribue des points, et c'est dans les points qu'on peut réussir à faire le ranking. Donc en considérant cet échec, on pouvait craindre cela. Heureusement qu'on a réussi à ramener l'UCI dans de bons sentiments pour que ça se tienne. Mais maintenant, parce que ça s'est tenu, on peut aussi se satisfaire que les 8 étapes ont été parcourues. Simplement, même si Douala a rappelé que voilà, l'étape de Douala a été annulée. Oui, l'étape de Douala a été annulée pour les intempéries et même les problèmes de la voirie. Par contre, dans la course elle-même, avec les 8 étapes, on se rend compte qu'à chaque étape, il y avait un nouveau vainqueur, et que on peut se poser des questions sur le tracé, mais c'est le cyclisme qui a eu ce que un tour, il y a les plats, il y a les montées, il y a, pour que l'on soit capable de voir qui est grimpeur, qui est sprinter, qui est plus endurant. Et on voit donc que le maillot jaune c'est sur les épaules de celui qui est le plus endurant dans l'ensemble de la course. Ça, c'est ce qui est la satisfaction. Mais maintenant, il faut se plaindre un peu que nous ne donnons pas toujours les moyens de pratiquer les disciplines avec le sérieux qui va avec ces disciplines-là. Simplement pourquoi nous avons toujours présenté un visage de personnes qui sont surprises de ce qui arrive. Alors que on a le temps nécessaire pour préparer. Étant entendu que lorsque le calendrier est rendu public, tout le monde est informé de ce qui va arriver. Et le cyclisme n'est pas une activité où on se lève le matin, on s'en va le faire. Vu la mobilisation sur le plan infrastructurel, sur le plan du matériel, sur le plan du logement, sur le plan de ce qui... Ça mobilise un certain nombre d'acteurs et de savoir-faire tels que si tout cela n'est pas mobilisé et à temps, on ne pourra pas parvenir à ses fins. Donc il faut, en donnant les bons points du tout, relever ces insuffisances pour qu'à l'avenir... Bon, ça veut dire, vous avez noté des bons points. Oui, il y a des bons points. C'est quel? J'ai dit, ça s'est tenu. L'événement a eu lieu. Véritablement, l'événement a eu lieu.
bien que ce soit en rattrapage. L'événement a eu lieu et avec les problèmes à chaque étape qui ont été résolus par les sportifs comme ils ont pu. Les chronos, bon, on donne les chronos, mais est-ce que la vitesse horaire est la moyenne ou supérieure à la moyenne recherchée? Je pense pas, on n'a pas, sur le plan technique, on ne nous a pas encore donné ces statistiques-là pour que nous constations que ce tour-là, qualitativement, est quelque chose qu'il faut pouvoir rentabiliser. Vassilios et Simé Olivier, le tour s'est finalement tenu, comme le relevaient certains sur ce plateau, un tour qui a été programmé au mois de mars, renvoyé en raison de l'impréparation du Cameroun, et finalement qui s'est tenu en ce mois de mai, on parle de 8 étapes, voilà, 7 étapes véritables, une étape annulée en raison tout d'abord de la voirie urbaine défectueuse et ensuite par les intempéries, mais un tour qui a été bouclé. Pour vous, c'est quoi le bilan? Ben, déjà qu'on a réussi à sauver le tour parce que on était très mal parti. On a eu véritablement très peur que le Tour international du Cameroun ne puisse plus faire partie du calendrier de l'UCI. Donc là, ça a été sauvé. Maintenant, tous les détails qu'on peut citer ici, je pense que c'est devenu une habitude chez nous. C'est-à-dire que déjà, si on n'a pas pu préparer le tour à temps, c'est au Cameroun qu'on a annulé le tour pendant que les délégations étaient déjà là. Ben, on nous a donné la possibilité cette fois-ci de le réorganiser. Donc pour vous, un tour rattrapé. Oui, rattrapé. Mais il y a toujours eu ces manquements. Maintenant, ce qu'on peut retenir à la fin, c'est que l'étape de Douala a été annulée pour toutes les raisons qu'on connaît. Ben, ce n'est qu'ici. Est-ce que au moment où on a choisi ce circuit, on n'a pas fait les études assez approfondies, on n'a pas pris tous les paramètres en compte? Peut-être on a simplement pensé que pour ne pas paralyser la ville, il faut prendre ce circuit fermé de ce côté, mais on n'a pas tenu compte du fait que s'il arrivait à pleuvoir, peut-être les routes ne seraient plus praticables et tout. Donc je pense que sur ce point-là, il faut continuer à travailler, à faire des études assez approfondies pour servir quelque chose de mieux, parce que des quoi comme ça, ça laisse toujours un certain goût d'inachevé. Maintenant, sur le plan sportif, on doit un peu se montre les doigts pour dire que on a très bien commencé, on a gagné la première étape, on a aussi fini très fort. Terminé, voilà. Effectivement, on a gagné la dernière étape, à la deuxième étape, à la fin, et Kamson à Bosolo au début. À la deuxième étape, on a pu placer quelqu'un à la deuxième place également. Mais il faut reconnaître ici qu'on a beaucoup péché au niveau du jeu d'équipe. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais, ils sont objectifs, ils visent un peu plus loin. C'est un pays qui a l'ambition aujourd'hui de classer ses meilleurs coureurs au niveau professionnel. Donc, les tours comme ceux du Cameroun, comme Abissa Bongo, tous les autres tours, n'est-ce pas, de la sous-région, les servent simplement à gagner des points. Et en venant au Cameroun une fois de plus, ils ont montré en termes de jeu d'équipe, en termes d'organisation, qu'ils étaient la meilleure équipe, qu'ils avaient progressé d'un cran, même si le tour en lui-même, il a été moyen, ça il faut le dire. Au niveau de la représentativité, avec les équipes hollandaises, slovaques, françaises et bien les autres équipes africaines qui y sont habituées, ben, c'est les Rwandais qui ont montré en termes d'abord d'équipe, et c'est eux qui ont pris le maillot jaune. Maintenant, on a suivi la sortie également de Koudamien, qui à un moment qui dit que les jeunes qui doivent prendre la relève ne sont pas au top de leur forme. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, c'est les anciens qu'on retrouve devant au niveau du classement général des Camerounais, alors que c'est des jeunes, on attendait, on comptait beaucoup sur eux pour, n'est-ce pas, prendre la relève lorsqu'on sait que les Tekou Damien, forcément, ils sont à la sortie déjà. Surtout qu'on a fait un truc avec les U23, voilà, donc on se serait attendu à ce que ceux-là soient représentatifs dans cette course. Peut-être. On l'a fait avec les U23, mais en se disant peut-être que il faut le temps. Non, il faut dire les choses honnêtement. Lorsqu'on a entendu ces cyclistes parler, sans jeter l'anathème sur l'organisation, la préparation, mais il s'est quand même dégagé d'une manière globale, générale, que la préparation n'a pas été efficiente. Cette fois-ci, il faut le dire, ils ne sont pas arrivés au tout
avec leur forme, qui pouvait leur permettre également de remporter cette compétition. Mais pourtant, Jacques Cuissy, on peut dire que pour une fois, le Cameroun a eu l'une des meilleures préparations possibles. Le Cameroun qui a participé à des compétitions tant sur le plan national que sur le plan international, participation autour d'Amissa Bongo, participation autour du Bénin, voilà, qui était la dernière compétition avant le Tour cycliste international du Cameroun. Finalement, on se demande, voilà, le Cameroun qui a eu l'une des meilleures phases de préparation comparativement aux années antérieures, mais on se serait attendu à voir un Camerounais vainqueur. Ouais, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Vous savez, cette compétition était, même comme certains disent que c'était le niveau était bas, moi je ne pense pas, parce que il y avait 10 équipes et les 10 équipes venaient pour gagner. Et quand les 10 équipes viennent pour gagner, ils bagarrent contre les Camerounais qui sont les organisateurs. Ça veut dire que nous, on avait beaucoup à faire dans cette compétition. Il fallait déjà être, qu'est-ce que je peux dire, il fallait vraiment être au grand niveau pour pouvoir dominer toutes ces équipes. À la première étape, nous avons essayé avec Kamzon. Il a remporté l'étape de Kribi. Mais je peux vous rassurer que l'équipe camerounaise était très bien préparée, mais ils étaient très lourds dans la compétition. Lourds pourquoi? Parce que je me dis que la récupération n'a pas été vraiment bien assurée. Bon. Eric, ce que je voudrais dire, ils ont eu un calendrier et du temps pour se préparer. Le problème, c'est au niveau du contenu de la préparation. Si le président dit que les joueurs ont été lourds, moi je dis qu'ils ne sont pas arrivés au top niveau de leur forme pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourtant, ils ont été en prise en charge, en prise en main, où ils ont eu le temps. Ils ont eu l'occasion de se frotter à d'autres, notamment sur ce plan. Et un peu plus loin, prendre part à une compétition ne veut pas dire qu'on est bien préparé. Il faut bien se préparer pour prendre part à une compétition. Donc ils ont eu l'opportunité de prendre part à des compétitions, mais le contenu de la préparation n'était pas de nature à leur donner une prestation. Mais là, vous semblez tirer ou jeter la propre sur... Non, nous ne jetons pas. C'est le ressenti des compétiteurs qui disent ça. C'est eux qui le disent. C'est pas nous, c'est le compétiteur qui te dit voilà, nous avons fait telle chose parce que voilà. Mais ce qui est curieux aussi, c'est que chaque année, on peut dire que c'est la même chose qui revient. C'est les mêmes complaintes. Je l'ai dit, si déjà au niveau de l'organisation, on annule une étape à Douala parce qu'il est en train de pleuvoir. Comprenons. Donc, les enfants peuvent dire, c'est pas pour dire qu'on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il faut faire relever ce qui est bien pour que les prochaines fois qu'on essaie un peu d'améliorer. On a eu des tours ici où les Camerounais ont été nettement mieux placés que ceux-là. Bien entendu. Eric, il y a des délais de résorption. C'est-à-dire que quand vous faites un travail, le corps humain encaisse la charge que vous avez donnée. Et il y a un temps pour digérer cette charge, à telle enseigne que lorsque la digestion est entièrement terminée, vous pouvez donner la prestation à laquelle on se serait attendu. Simplement parce que le dosage et le temps mis pour cette résorption a été respecté. Moi, je pense par que contre, c'est même là, voilà. le problème. Par contre, si le dosage et le temps de résorption ne sont pas respectés, il est de bon ton que le compétiteur arrive dans une compétition étant trop chargé. Voilà. Et donc, ils peuvent être très en forme après la compétition. Bien sûr. Alors, la préparation voudrait que quand elle est bien faite, que l'athlète soit en forme le jour et le moment de ce qui signifie que une compétition organisée là demain, on peut s'attendre à voir ces Camerounais avoir une meilleure performance que celle si la résorption est entièrement terminée. Celle qu'ils ont eu, ces athlètes camerounais, lors de ce tour international cycliste du Cameroun. Oui, et c'est justement pour ça qu'à la dernière étape, les gars ont pris vraiment la compétition. Ça commence à venir. Oui. Ça veut dire que si on était sur
partir 15, 20 à étapes. plus de 50 km de l'arrivée. Une échappée à deux Camerounais. Deux Camerounais jusqu'au bout. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça, il faut le faire. Alors, messieurs, on va parler d'autre chose et de la Fédération camerounaise de billard qui organise un tournoi international. Ce sera ce samedi à Douala, au lieu dit Bonamoussadi, avec donc deux pays, le Cameroun et le Liban, qui vont rivaliser d'adresse. Un tournoi donc qui est très attendu. Donc de ce côté-là, le billard qui est une discipline sportive, bien entendu, une discipline reconnue par le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Deux pays qui vont s'affronter et il faut dire que les spécialistes de cette discipline préparent tout simplement les échéances à venir. Allez, on parle de patin à roulettes pour dire que cette discipline sportive est aussi engagée dans ces différentes activités et les activités dans la région du littoral, la région du sud-ouest, bien entendu, qui tient à se déployer cette discipline sportive. Nous allons écouter quelques responsables donc de cette discipline qui parlent du déploiement de cette discipline, le patin à roulettes, qui n'est pas très connu, mais qui se pratique. On écoute ses responsables. Je suis très fière. Je vais d'abord remercier mon président de la fédération qui m'a donné cette responsabilité de tenir. Et je suis très fière. Je ne m'attendais pas, mais je suis très fière et je promets de beaucoup travailler et vulgariser ce sport dans le littoral et le sud-ouest. Bon, mes premiers chantiers, c'est de ramener tous les partenaires qui sont déjà découragés et les encourager et les supplier d'emmener aussi ceux qui aiment ce sport et les apprendre à patiner aussi comme eux. J'ai pris aussi que Dieu me donne la force de porter ce fardeau avec tout mon cœur. Voilà donc pour la fédération de patin à roulettes qui se déploie tant bien que mal. Eh bien, parlons de danse sportive pour dire que l'on va assister ce samedi à un gala donc dans la capitale économique. Plusieurs types de danses sont au menu, sans oublier le karaté. Parmi ces danses, on cite la danse classique, la danse moderne, notamment parlant du jazz, la danse contemporaine et bien d'autres. Eh bien, la danse sportive qui essaie d'exister tant bien que mal. Il faut dire que dans cette fédération sportive, on a observé pas mal de combats ces dernières années. La fédération camerounaise de danse sportive, connue sous la dénomination de la FECADANSA, qui essaye d'exister tant bien que mal. Alors, on va écouter quelques responsables donc, qui parlent de cet événement de danse sportive prévu dans la capitale économique. Je vous présente Delia Capozzoli et Michael Palmieri. Bonjour. Ils sont ravis d'être là aussi. Et moi-même, Magali Malin. C'est bien aussi. Du coup, on invite tout le monde à venir nous voir, nous avec les élèves de danse, la coachère et tous les autres artistes. Il y aura plusieurs disciplines, on peut passer du classique au moderne jazz, au contemporain et peut-être même un peu de street. C'est un spectacle de danse, de karaté et de modern jazz et autre chose. Donc en principe, vous allez voir sur la scène des enfants, parce que nous sommes d'abord au départ une école. Vous allez voir des enfants, on part de l'âge de 4 ans, 3 ans et demi même, et plus, jusqu'à X âge. Donc vous allez les voir démontrer plusieurs de leurs talents. Voilà donc pour la danse sportive. Parlons à présent de tennis de table et du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a reçu ses athlètes du côté de Yaoundé. Ike Cyril nous en dit plus. Des encouragements, mais aussi de l'argent frais pour les athlètes camerounais médaillés des différentes compétitions internationales. Il s'agit notamment des pongistes, médaillés de bronze au championnat d'Afrique de tennis de table cadet et junior du 7 au 13 avril dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des athlètes déficients visuels, médaillés d'argent, et des athlètes déficients physiques, 3 fois médaillés d'or,
7 fois médaillé d'argent et 7 fois médaillé de bronze à la 10e édition des FASA du 10 au 20 mars dernier à Dubaï. Ils ont tous reçu les félicitations du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Très honoré par cette marque de reconnaissance du chef de l'État, du ministère des Sports et de l'Éducation physique et de tous mes encadreurs. Ça fait vraiment plaisir de savoir que les efforts qu'on fait ne sont pas faits en vain. La satisfaction est d'autant plus grande que les médailles ont été obtenues de haute lutte. Au FASA, en Arabie Saoudite par exemple, le Cameroun a dû cravacher dur pour occuper le 4e rang sur 420 athlètes de 40 pays. C'était comme toutes les compétitions, personne ne vient en victime résignée. Tout le monde est venu pour gagner, mais nous avons été les meilleurs. Ça n'a pas été facile au point international parce qu'on avait un peu de difficultés. Pour moi, c'était la première fois, j'avais franchement le stress pour y arriver à ce niveau. Les coachs me ramenaient toujours à un plan pour dire que non, fais comme si tu étais aux entraînements pour mieux y arriver. C'était un peu ça. Avec ces conseils, j'ai pu avoir ma médaille d'argent au lancer de poids. Par ces prouesses, les pongistes, déficients visuels et déficients physiques ont fait étalage de leur talent sur l'échiquier international. Ils ont fait montre du fighting spirit cher aux sportifs camerounais. Chers lions indomptables, le Cameroun est fier de votre prestation car vous avez su mettre en exergue la combativité, le fighting spirit reconnu aux athlètes camerounais. Vous avez pour certains surmonté vos handicaps pour être à la hauteur des espoirs placés en vous. Pour cela, vous êtes considérés comme des modèles de sportifs doués, endurants, qui devaient inspirer d'autres citoyens à toujours se dépasser, se surpasser, pour toujours tendre vers le mieux-être et le pouvoir plus. Au sortir de la réception au ministère des Sports et de l'Éducation physique, les pongistes et athlètes déficients physiques et visuels espèrent bénéficier de beaucoup plus d'encadrement. Toute chose qui leur permettra de rééditer l'exploit dans un pays où il est dit qu'il n'existe pas de sport majeur ni de sport mineur et encore moins de sport réservé. Et on espère que ces derniers pourront, pourquoi pas, emporter d'autres lauriers qui pourraient permettre que le ministre des Sports et de l'Éducation physique les reçoive une fois encore. Alors, c'est le souhait pour les cyclistes de votre fédération, gagner des compétitions, être reçu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Forcément, Jacques Puissy, vous en tant que président de la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral, on peut dire que c'est le souhait. Oui, c'est mon souhait. Vous savez, tout athlète, qu'il ait reçu par son ministre, je pense que c'est la plus grosse fierté de chacun. Hein. Moi-même, quand j'ai été reçu par le ministre par rapport aux efforts fournis, je pense que c'était comme si je portais le Cameroun sur ma tête. C'est une grosse fierté quand vous voyez le ministre recevoir les athlètes. Ça prouve qu'il n'y a pas de sport mineur au Cameroun. Alors, Vassilius, on se rend compte que là, il s'agit des sportifs déficients qui sont reçus par le ministre des Sports pour les différents lauriers engagés. Même s'il y a des sportifs complètement aptes, eh bien, le ministre qui englobe, qui reçoit tout le monde, qui félicite tout le monde pour les différents trophées engrangés. Effectivement, ce sont tous des disciplines qui sont reconnues et des fédérations qui ont la même tutelle qui est le ministère des Sports. Donc, à partir de là, on ne doit pas faire une certaine discrimination. Et vous êtes aligné pour une compétition, vous avez défendu les couleurs de votre pays. Quand vous rentrez, lorsque le ministre vous reçoit, c'est dire qu'il vous suit, c'est vous encourager, c'est reconnaître que vous avez défendu les valeurs de l'État. Et à partir de là, vous-même, vous vous sentez honoré de par cette réception. Et cela vous pousse davantage à travailler, à vous galvaniser, à vous surpasser. On peut dire, c'est déjà ça, Clément Zeko, quand on sait qu'ils sont nombreux, les pratiquants de disciplines sportives qui ont engrangé des lauriers, tant sur le plan national que sur le plan international, mais qui n'ont pas eu cette chance.
Oui, qui n'ont pas eu cette chance simplement parce que ce n'est pas institutionnalisé. Ce n'est pas écrit que si vous faites ceci, on fera cela. De manière sporadique et au bon vouloir par rapport à la disponibilité du calendrier, on a des exceptions de cette forme-là. C'est un peu paternaliste. Mais maintenant, le souhait qu'on aimerait émettre, c'est que l'on institutionnalise, à telle enseigne qu'un athlète qui est à l'international ramène des lauriers doit être en droit de s'attendre à quelque chose sans que ça ne soit une faveur réalisée au bon gré de celui qui fait la faveur. Et cela va aussi relever le fait que les disciplines sont logées dans la tête ou bien dans la conscience des gouvernants dans la même enseigne. Parce que à la pratique, tout le monde sait, on va dire, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport... Non, mais lorsqu'on regarde le traitement de faveur qui est très réservé très souvent à certaines disciplines, on peut le dire sans le risque de se tromper qu'il y a des sports mineurs parce que les traitements ne sont pas les mêmes. Donc, c'est bien et il faut encourager le ministre d'avoir pensé à remuer la cendre pour sortir cette braise et réchauffer un peu ce qui tendait déjà à être un peu à la limite faisandé. Donc, pour moi, en regardant cette belle cérémonie, c'est bien, vous voyez que sur le visage de chaque athlète, il y a un rayonnement. Et ce rayonnement, c'est parce qu'il y a une considération qui lui est faite simplement parce qu'il a donné des efforts. Mais maintenant, est-ce qu'on peut être en droit de s'attendre de manière, je vais dire quoi, institutionnalisée à ce que, une fois qu'une performance à l'international a été réalisée, voilà, que ce soit reconnu, que ce ne soit plus une faveur, que ce soit un droit. Voilà, que ce soit un droit. Alors, à côté de cela, parlons d'autre chose et nous allons vous proposer une série de reportages dans la région de l'Ouest portant sur les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total 2019. La semaine dernière, nous vous présentions déjà quelques sites et les travaux de préparation de ces sites. Cette semaine encore, nous vous faisons un grand zoom dans la région de l'Ouest avec nos deux reporters, le regard de l'Ouest et la voix de l'Ouest, des reporters bien adulés par vous, Clément Zeko. Voilà, des reportages que vous aimez bien. Ils font du très bon boulot, vous le dites si bien. Alors, nous allons suivre une série de reportages qu'ils ont réalisés pour nous de ce côté-là. Tout d'abord, la descente sur le terrain du ministre Jean-Claude Bwenchou, le ministre donc de l'urbanisme qui s'est rendu de ce côté-là, question de visiter quelques chantiers. Jean-Paul Chuniat, Dallas Tiana nous en disent plus. Il était un peu plus de 10 heures mercredi dernier lorsque le ministre Jean-Claude Bwenchou de l'Habitat et du Développement urbain a entamé dans la ville de Banganté une visite des chantiers de la CAN Total Cameroun 2019. Le stade municipal de Banganté aux arrêts, voilà plusieurs mois, susceptible de servir de site d'entraînement pour cette grande compétition africaine. Jean-Claude Bwenchou avait à ses côtés le gouverneur de la région de l'Ouest, M. Awafonka Augustine, et le préfet du département d'Undé. L'expression qui se lit sur le visage du patron des villes du Cameroun témoigne de sa satisfaction, ce qui est confirmé par des mots d'encouragement et de félicitations qu'il adresse aux ouvriers de l'entreprise Galant & French qui réalise ces travaux. Pour un délai de 4 mois, les engins ont creusé et tracé à différents endroits, matérialisant les grandes lignes des travaux à faire. En cheminant, Jean-Claude Bwenchou a également écouté les explications des acteurs concernés par la réalisation de ce chantier et poser des questions pour obtenir des clarifications. Le taux d'exécution est de 52%. Voilà, taux d'exécution de 52% sur ce chantier du côté de Banganté avec Jérôme Narcisse Sobzé qui nous a proposé ce reportage. Parlons de la menace de grève pour ce qui est du stade Omnisport de Bafoussam avec cette fois-ci donc Jean-Paul Chuniat et Dallas Bartel Tiana qui nous en disent plus. Du stade Omnisport d'Olembe à Yaoundé, un mouvement d'humeur des ouvriers est en gestation. L'entreprise Pitini a choisi 10 personnes qui soi-disant être leurs représentants, qui soi-disant être leurs délégués.
Or, vous savez, dans notre pays, qui est un pays de droit, les délégués du personnel se doivent d'être élus par l'ensemble des travailleurs. Nous sommes surpris ce matin, nous arrivons, on savait qu'on devait avoir réunion avec le gouverneur, mais ils sont à l'intérieur. Pendant que nous on veut entrer, on nous bloque, on nous empêche d'entrer. En visite sur le chantier, le gouverneur de la région du Centre, président du comité de site de Yaoundé pour la CAN 2019, joue les sapeurs-pompiers, non sans proférer des menaces aux futurs grévistes. Ce n'est pas le milieu syndical ici. Ici, c'est le lieu de travail. Et que tout le monde qui veut faire le syndicalisme ici sera extirpé. Ces stades devaient être livrés pour la CAN. Et que nous ne sommes pas là pour les gens qui veulent faire et la politique, et le syndicalisme, et autre chose. Donc nous sommes là pour voir ce problème. Sur le terrain proprement dit, les gradins cèdent montrent déjà leur visage. Mais la tribune présidentielle n'a encore l'air de rien. Pourtant, le gouverneur de la région du Centre se satisfait de l'état d'avancement des travaux. La dernière visite quand on était ici, c'était à moins de 10%. Nous sommes maintenant à 60%. Donc, il est question donc pour nous d'instruire l'entreprise Piccini de nous terminer ça dans un délai d'un mois, pour nous permettre de voir donc la visibilité et aussi de respecter le délai. Le stade sera entièrement couvert. Gruppo Piccini annonce le début des travaux pour la toiture dans 3 semaines. La tribune présidentielle pour sa part, encore en épave, sera achevée fin juillet 2018. Dans le prochain 3 semaines, on va finir avec les gradins dans les grandes zones, les zones sud, nord et est. D'accord, on va finir avec les gradins. On va préparer aussi le même temps pour commencer avec la structure de trottoir, parce que tous les stades vont être couverts. En même temps, il y a le tribune ouest, où on appelle ça le tribune VIP, mais ce n'est pas seulement VIP, c'est la zone des médias, c'est la zone de joueurs et aussi la zone VIP et VVIP. Ça aussi va être fini comme structure pour le fin juillet. Les travaux du centre commercial annoncés autour du stade se déroulent également, mais au petit trot. Le chantier ici se poursuivra, dit-on, même après la CAN 2019. Mais là où il y a pression, c'est sur le stade Omnisport lui-même. Il devra être livré en décembre 2018. Et nous disons merci à Ike Cyril pour ce reportage léger, mixte-up dans les fiches, malheureusement, pour ce qui est de ce dossier consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. CAN Cameroun 2019. Et on reste dans ce dossier, et cette fois-ci pour retrouver Jean-Paul Chuniat et Dallas Bartel Tchana, pour parler ici à des riverains mécontents du côté de Bandjoun. Il faut dire qu'ils sont nombreux qui ont été délocalisés de ce côté-là pour l'aménagement des parkings, pour le stade d'entraînement du côté de Bandjoun, et des riverains complètement mécontents, des riverains qu'ont rencontré nos reporters du côté de la région de l'Ouest. Sous pression de la visite du ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, le début à la va-vite des travaux de construction des voies d'accès au stade municipal de Bandjoun pour la CAN 2019 fait des mécontents le long de l'itinéraire, et c'est la brutalité des terrassements qui fâche. C'est un certain temps qui a dû donner consigne au conducteur de bulldozer. Il a poussé ça précisément. Il s'est donné assez du temps pour dégager ça, alors que je ne peux pas en croire vraiment. Ça empêche la route de passer. Et voilà le compteur détruit, le courant électrique, avec tout ce qu'on trouvait sur ma toiture. Il ne vous a pas dit avant qu'il passait? Il ne nous a pas dit. On sait que voilà le jalon, il devait respecter le jalon. Il a débordé le jalon pour descendre, détruire tout ça. Le voisin qui a subi les mêmes dommages, c'est cet homme. Voici ce qui reste de sa propriété. Son forage englouti sous ce tas de terre. Une maison et une cuisine décoiffées. Pourtant sa demeure, dit-il, est bien au-delà des 3 mètres exigés. C'est autour de 15 ou bien 14 heures comme ça, quand madame m'appelle en criant. Je dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, quelqu'un est mort ou bien l'enfant est malade, comme les femmes aiment toujours crier. C'est là où on me dit que voici l'engin, et puis on a mis la peinture sur la maison à 14 heures. À 14h30, l'engin était déjà là pour
creuser. Fuyant les problèmes avec l'organisation de la Canal Ouest, certains riverains du stade municipal de Banjoun ont débarrassé le plancher avant le temps. Même si des mécontents il y en a, l'opération de recensement et évaluation des biens détruits a été faite dans les règles de l'art. Plus d'une trentaine de personnes en attente d'indemnisation. Madame le préfet a demandé de ne rien laisser au hasard. Donc tout ça, je crois qu'ils seront dédommagés. Mais on n'a pas encore prévu quand on va dédommager. Et sur cette préoccupation, le ministre Jean-Claude Bouentou promet que l'argent va suivre dans les meilleurs délais. Même si certains se plaignent qu'ils passeront des nuits à la Belle Étoile, la réhabilitation de cette route va fluidifier la circulation et éliminer les cachettes des agresseurs de nuit. Si la première route qui passait, si ça avait la largeur, si on ne devait pas avoir de problèmes de ce genre-ci aujourd'hui. Puisqu'ils ont fait une petite truc de 3 mètres, avec le goudron, les gens ont cru que c'était bon. Bon, c'est aujourd'hui qu'on sent qu'on était venu nous tromper dans le passé. Le chantier est donc lancé. Le Kokan Ouest n'attend plus que l'accélération des travaux pour livraison dans les meilleurs délais. Et voilà donc pour ce reportage sur ces déguerpis, les riverains du stade municipal de Banjoun. Déguerpis, finalement, Jacques Hussy, vous pouvez comprendre la frustration de ces déguerpis autour du stade de Banjoun? Oui, vous savez, quand vous avez conçu une maison et qu'après on vient le casser, ça devient compliqué. Vous ne pouvez pas avaler cela, quelles qu'en soient les raisons où on va vous donner. Donc, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités en main. Voilà, l'État qui aurait dû prendre ses responsabilités avant qu'on arrive à ça. Alors, Vassilius Essémé, on a parlé aussi de ce reportage de Haïk Cyril sur cette menace de grève sur le chantier du stade Omnisport du côté de Yaoundé. Il faut dire que c'est une actualité quelque peu récurrente. Des menaces de grève, on connaît sur la plupart des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, effectivement, les délais sont là. La CAN arrive à pas géant. C'est vrai, les travaux ont nettement avancé quand on voit ce qui est fait. Mais cette menace de grève est là. On a cette impression de croire que peut-être le financement pose un problème, ou c'est la main-d'œuvre, ou les travailleurs ne perçoivent pas leur dû à temps. Ben, c'est très difficile. Difficile dans la mesure où c'est un dossier assez complexe pour connaître les tenants et les aboutissants, savoir effectivement ce qui coince. Ben, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est vivement d'interpeller nos compatriotes qui ont en charge, n'est-ce pas, la réalisation de ces travaux, pour que tout rentre dans l'ordre et que les travaux se poursuivent. Le ministre avait dit que même s'il fallait travailler de jour et de nuit, les stades vont être livrés. Donc d'où vient-il qu'aujourd'hui encore on est là à parler des mouvements de grève, des menaces de grève? Ben, certainement il faudrait que les différents comités locaux touchent ces problèmes-là du doigt, parce qu'en ce moment on n'a plus le droit de perdre du temps, on n'a plus le droit à l'erreur, parce que les délais vont nous rattraper. Et si tel est le cas, je pense que si les travaux n'avanceront pas véritablement, la prochaine mission d'inspection pourrait certainement mettre le doute sur la capacité du Cameroun à organiser cette CAN. Donc le lieu maintenant est là pour véritablement accélérer plutôt les travaux en ce moment où les stades sont véritablement sortis de terre. Parce que là on les voit, la charpente elle est là, maintenant il faut juste accélérer les travaux pour que d'ici 2 ou 3 mois, qu'on se rende davantage compte que les stades seront prêts. On a vu Banganté tout à l'heure sur cette maquette et sur ce reportage de Jérôme Nassis Sobzé. On a vu aussi comment ça se prépare du côté de Banjoun. On a vu Yaoundé, mais notamment sur le cas de Banjoun. Je voudrais revenir avec vous, Clément Zeko. Du côté de Banjoun, on est quand même mal à l'aise de voir ces populations qui pleurent, ces populations peinées par les déguerpissements forcés. On peut dire
voilà, il y a quand même un manque d'anticipation, une impréparation même, à la limite, qui crée ces frustrations. Oui, ça rejoint ce que j'ai déjà dit avant. Vous ne pouvez pas déguerpir quelqu'un et dire que l'argent va suivre. Lorsque quelqu'un a construit une case, a réussi à s'y protéger, véritablement, son cœur bat dans sa case. Et les lenteurs que nous avons accusées dans l'exécution de ce dossier de la CAN justifient effectivement la précipitation, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui. N'oublions pas que cette CAN, nous devons la organiser depuis que l'on nous a annoncé en 2014. Et vu la lourdeur de cahier de charge et le contenu et la diversité des domaines d'intervention de la CAN, considérant le marasme économique qui est notre quotidien depuis un certain temps, la meilleure manière, c'était d'y partir à temps, d'aller un peu plus tôt. Nous sommes restés les bras croisés. Nous avons vu 2019 très très éloigné et aujourd'hui nous semblons surpris. En 2016, lorsqu'on nous organisions la CAN féminine, il est survenu un certain nombre d'événements à Limbé et nous tirions déjà la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que les problèmes qui se posent à Limbé vont se poser triplement, quadruplement, pour ne pas dire au centuple, parce que la CAN masculine est beaucoup plus lourde et engage un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous sommes devant la réalité. Et dans le reportage, il y a un déguerpi qui a dit quelque chose de très pertinent que nous vivons au quotidien au Cameroun. Nous sommes essentiellement dans le provisoire. Quand on veut faire une route, au lieu de faire 30 mètres une fois, on fait 12 mètres ou 15 mètres. Parfois moins. Et 10 ans plus tard, on vient demander. Et nous tous, nous savons que partout où la route passe, le développement suit. Dès que vous avez tracé une route, les gens viennent se mettre tout autour. Or, si vous tracez la route définitive de 30 mètres, même de 40 mètres, les gens vont venir se mettre tout autour et on n'aura plus besoin de les déguerpir. Il va seulement rester à ce que autour de la route qu'un standard de building soit fait. Ce n'est pas le cas avec nous. À Banjoun, c'est un exemple palpable. Maintenant, nous sommes en train de vouloir simplement l'omelette. Mais le désastre dans la cassation de l'œuf est tel que, à la fin, on aura un goût amer. Parce que pour le sportif, c'est une bonne chose. Il aura sa canne, on sera content. Mais pour les déguerpis, parce qu'une fois que... Les déguerpis de circonstances. Oui. Une fois que la canne va se dérouler, elle sera terminée, il sera très difficile de mobiliser les fonds. Parce que l'urgence de la canne ne se faisant plus, l'importance de mobiliser les fonds ne sera pas aussi... va avoir la même sévérité. C'est pour dire quoi? Honnêtement, en toute chose, il faut un peu humaniser. Et pour humaniser, il faut tenir compte du fait que celui à qui vous causez un tort, ça peut être son unique case. Bon, on retient aussi que le ministre Jean-Claude Bointou a fait savoir que l'argent va suivre les indemnisations pour ces personnes. Alors, parlons d'autre chose à présent. Après ce dossier consacré à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, on parle de la Coupe du Monde et relativement à cette actualité, on note que de nombreux pays se préparent sereinement pour cette compétition. On va regarder ces images de ce match amical qui a opposé le Sénégal à la Croatie, même si l'équipe des Lions de la Teranga a été battue sur le score de 2-1 par cette formation croate. On va d'ailleurs là donc quelques bribes de cette rencontre qui a opposé les Lions de la Teranga en blanc face aux Croates
la Croatie, une équipe que le Cameroun connaît bien, une équipe que le Cameroun a affrontée d'ailleurs lors du dernier mondial et qui avait battu le Cameroun sur le score de 2-0. On va voir là donc quelques actions importantes de cette rencontre. Les Lions de la Teranga qui auront bousculé, qui auront poussé cette équipe de la Croatie. On a vu là donc l'un des buts de l'équipe du Sénégal. Voilà donc cet unique but marqué par le Sénégal dans cette partie. Le Sénégal qui se prépare tant bien que mal pour le compte de cette compétition et ce match amical face à la Croatie. On continue à regarder les images et pendant qu'on regarde les images, Vassilius Essémé Olivier, le Sénégal qui est présenté comme voilà l'une des grosses équipes africaines attendues dans ce tournoi. Oui, il faut le dire, c'est une équipe qui a un fort potentiel, un effectif assez stable et des joueurs assez compétitifs. Maintenant, cette génération va hériter d'un passé assez glorieux qui peut être ce passé de référence de la bande de El Hadji Diouf en 2002. Donc ils auront à cœur de pouvoir éditer ces espoirs-là. Ben, tout ce qu'on peut leur souhaiter. Parfois, dans les rencontres amicales comme ceci, c'est l'occasion qui est donnée à l'entraîneur de faire des rodages, d'améliorer ses points forts, de voir également à quel niveau son équipe a encore des lacunes. Question de pouvoir être prêt. Et lorsqu'on sait que le coup d'envoi, quasiment c'est dans quelques jours, voilà l'un des buts de la Croatie, justement. Oui, tout à fait. Donc, ils vont y arriver avec une sérénité. Là, toutes les équipes sont déjà en plein dans la Coupe du Monde. Donc, moi, je dis, le Sénégal, c'est un coup, puisque les aînés avaient montré la voie de pouvoir sortir des phases de groupe. Pourquoi pas? Ils ont la possibilité, le potentiel pour pouvoir essayer de le refaire. Mais en tant qu'Africains, on sera simplement scotché pour les encourager. Voilà, et on se rend compte que le Sénégal qui a mené dans ce match a été rattrapé au score et puis battu par la Croatie sur le score de 2-1. De mauvais augure pour vous? Non, pas de mauvais augure. Il est préférable maintenant de déceler les manquements pour les corriger avant le début. Et lorsqu'on s'aperçoit que le Sénégal, tout comme la Croatie, s'inscrit dans le sillage de ce qu'il faut faire avant de se préparer. La Croatie, dans son groupe, va rencontrer une équipe africaine qui se trouve être le Nigeria. Le Sénégal, dans son groupe, va rencontrer une équipe qui se trouve être la Pologne. Donc, très proche. Voilà, très proche. Donc, à partir des difficultés qui vont survenir dans le jeu, chacun pourra déjà se donner le moyen de correction. Et lorsqu'on regarde la prestation effective sur le terrain, on se rend compte aussi que, quoi qu'on dise, les deux équipes se rendent coup pour coup. Il est vrai que dans la réussite devant le but, dans les réalisations, la Croatie se trouve être un peu plus elle est plus à droite. Mais ça, c'est les matchs de préparation. Et ce sont les leçons que l'on y tire et qui sont corrigées avant la compétition qui sont les plus importantes. Ce n'est pas le résultat à l'immédiat. Parce que quand on s'installe dans un confort moral et même mental, un peu avant la compétition, on peut se voir plus beau qu'on ne paraît. Aussi, quand on est dans un état d'anxiété, parce qu'on n'est plus suffisamment confiant de ses possibilités, ça peut aussi porter un préjudice. Par contre, si on reste confiant, malgré tout ce qui arrive, simplement parce que, au regard des difficultés qui nous sont posées, nous avons les solutions pour pouvoir apporter les meilleurs au moment où il va falloir. Donc, dans cette optique de préparation, moi je trouve que le Sénégal, tout comme la Croatie, les deux se comportent de la manière la plus normale qui soit. Alors, vous avez évoqué l'équipe du Nigeria qui sera l'un des adversaires de la Croatie dans cette Coupe du Monde Russie 2018. Le Nigeria qui a perdu son match face à la République tchèque. Nous allons regarder quelques images de cette rencontre entre les Super Eagles du Nigeria et la République tchèque, match amical tout aussi. Et donc la République tchèque qui a pris le dessus sur les Super Eagles.
et un match forcément très engagé. Est-ce que, justement, je reviens avec vous, Clément Zeko, le Nigeria, voilà, du côté du Nigeria, on disait c'est un match, il ne faut pas perdre, parce que justement pour les équipes africaines, ce type de match, il ne faut pas les perdre. Non, souvenons-nous que ce même Nigeria a tenu la dragée très haute à l'Argentine lors de sa préparation, à tel enseigne que le résultat a laissé croire que le Nigeria était déjà installé dans un confort qui puisse lui donner la possibilité d'aller à l'abordage en ne comptant que sur ses propres moyens. Or, la République tchèque vient poser un point d'interrogation, à tel enseigne que le Nigeria s'apercevra que, ok, il y avait un confort à un moment donné, mais, comme on dit toujours, la forme est un équilibre instable qu'il faut toujours reconquérir. Et l'interrogation que pose l'équipe tchèque au Nigeria, pour moi, est de bonne loi, simplement parce que ça va donner la possibilité au Nigeria de revenir et de se voir dans le miroir, s'apercevoir qu'il ne paraît pas plus beau qu'il n'est. Et en corrigeant sur cette forme-là, je pense que le Nigeria pourra se tirer son épingle du jeu. Allez, la Belgique qui a été sans pitié pour l'Égypte. L'Égypte outre qualifiée pour le compte du continent africain. Belgique 3, Égypte 0. Vassilius Essémé, la Belgique d'Eden Hazard. Et on voit d'ailleurs cette faute grossière. La Belgique d'Eden Hazard qui a donc battu l'équipe égyptienne. Voilà l'une des formations africaines très attendues dans ce mondial. 3-0, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, mais je pense que l'Égypte allait chercher un adversaire un peu au-dessus, parce qu'il faut reconnaître ici que la Belgique est une équipe constante depuis ces derniers temps. Ces 6 dernières années, il faut reconnaître que c'est une équipe qui a toujours été présente, notamment au niveau mondial et au niveau de la Coupe d'Europe. Donc, à partir de là, on a l'impression d'avoir 2 équipes ici. Une qui est la Belgique, qui se rassure sur son état de forme, et l'Égypte qui se fait un peu de frayeur pour l'entame de sa compétition. Bon, il y a toujours, comme je l'ai dit, dans des rencontres comme celle-ci, des points marquants qui sont assez importants qu'il faut capitaliser. On voit d'ailleurs une image, l'un des buts de cette formation des Diables Rouges. Tout à fait. Les Diables Rouges, vous savez, c'est une équipe qui a une sélection qui a de grandes ambitions par rapport à cette Coupe du Monde. Donc, vivement, maintenant, l'Égypte, de par ses participations passées, n'a toujours pas fait une très grande figure. Une équipe égyptienne qui reste en manque, qui attend le retour de sa star, qui espère que Mohamed Salah pourra être de retour. On annonce Mohamed Salah pour le 2e match de cette formation égyptienne dans le cadre de cette Coupe du Monde. Et c'est donc dire l'importance de Mohamed Salah, l'Égypte qui a perdu 3-0 face à la Belgique, l'importance de Mohamed Salah dans cette sélection qui compte énormément sur lui. Voilà pour cette compétition. On voit le 2e but de la formation belge. Voilà, c'est assez bien combiné et le gardien ne peut pas grand-chose. Effectivement, là, il faut dire qu'il y a un bon passage sur le côté, des erreurs de placement et de marquage, n'est-ce pas, dans la petite surface. Donc, lorsque un ballon est bien donné à ras de terre, je pense que le reprendre est aussi facilement. Et on se rend compte que voilà, c'est une frappe qui, dans le déplacement, ne permet pas au gardien véritablement d'être sur ses appuis. Et on note que ce n'est pas El Hadari qui avait joué la finale de la Coupe du Cameroun qui est dans les buts. La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. La finale de la Coupe d'Afrique. La finale de la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que j'ai dit? Coupe du Cameroun. La finale de la Coupe d'Afrique qui est dans les buts. Voilà, on a rajeuni quelque peu au niveau des buts. Voilà, et c'est 3 buts encaissés. Oui, je voulais dire que l'Égypte est dans un groupe où on a la Russie, l'Uruguay. Et quand vous avez la Russie et l'Uruguay, la Russie a un avantage du 12 hommes. Ça se passe à domicile et il y aura un public derrière. Mais le premier match de l'Égypte, ce sera contre l'Uruguay. Et la crainte, c'est que, connaissant la force de l'Uruguay, avec l'absence de Mohamed Salah, ça risquera d'être difficile. C'est un match où l'Égypte
doit se donner les moyens de ne pas perdre, en comptant que au deuxième match, quand il aura récupéré Salah, ça pourra lui donner la possibilité d'aller un peu plus loin. Vous voyez, je parle comme un Africain, simplement parce que c'est cette réflexion qu'il faut se donner. Or, l'analyse profonde de ce groupe laisse voir que l'Uruguay, qui à mon sens est favori dans ce groupe, laissera une place pour au moins deux, c'est-à-dire l'Égypte et la Russie. C'est un pays organisateur. Oui, la Russie logiquement jouer au moins les quarts de finale de cette vous vous rendez compte que si l'Uruguay, pour que l'Uruguay ne passe pas, il faut qu'au premier match, l'Égypte batte l'Uruguay. Et si l'Égypte bat l'Uruguay, la deuxième place sera maintenant discutée entre la Russie et l'Uruguay, parce que dans le confort moral de l'Égypte, cette équipe-là, cette nation-là sera capable de passer. Vous voyez que en analysant, en image, on a le tableau. En analysant, ces différents voilà, groupes de la Coupe du Monde. Sous cette forme-là, on se rend compte effectivement qu'il va falloir à cette Égypte beaucoup d'efforts. Qui est dans le groupe A. Oui, beaucoup d'efforts. Or, son point fort, son point focal se trouve être Salah. Nous avons tous vu lors de la finale de la Champions League ce qui est arrivé malencontreusement. Bon, heureusement qu'au moins il pourra prendre part au deuxième match. Donc, conscient du fait qu'il ne sera pas là, il faudra donc mettre un plan pour contenir l'Uruguay. Pourquoi pas aller à l'abordage et la défoncer cette situation. Voilà, pourquoi pas. Allez, on sort de cette Coupe du Monde en attendant ce démarrage et des programmes spéciaux qui sont prévus sur Equinox Télévision concernant cette compétition. On sort pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, Ghana 2018, Coupe d'Afrique prévue donc dès le mois de novembre prochain. En principe, et le Cameroun qui est allé étrier l'équipe du Congo sur le score de 1, 2, 3, 4, 5 buts à 0. Belle victoire du Cameroun. De ce côté-là, le match retour se joue ce samedi. Donc du côté de Yaoundé, j'accueille le Cameroun qui s'est imposé 5-0 à l'aller et en terrain extérieur. Est-ce que pour vous, la qualification est acquise? Bien sûr, vous savez, ce qui est un peu étonnant dans ces matchs, c'est que nos Lions ne se sont pas regroupés depuis un certain temps. Plus d'un an, pratiquement. En fait, voilà, pas pratiquement, plus d'un an. Voilà le seul moment où elles se retrouvent pour premier match officiel d'ailleurs pour Joseph Doko, l'entraîneur de cette équipe. Et donc, elle parvient à donner 5-0. Sans Ngana Mut. Sans vraiment. Ça veut dire que vraiment, ces filles sont vraiment engagées et nous ne pouvons que compter sur elles pour le match retour ici à Yaoundé. Alors, Vassilius, on a eu l'impression d'avoir là droit à une séance d'entraînement pour ces Lions indoptables. 5-0 face au Congo-Brazzaville. Peut-être certains diront c'est pas un adversaire, c'est pas une foot de guerre, cette équipe du Congo-Brazzaville. Oui, ben, on peut le dire, hein, on peut le dire avec raison, parce qu'on sait quand même qu'au niveau de l'échiquier africain du football féminin, on connaît quand même des grosses pointures, qui sont notamment le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Peut-être le Mali dans une bonne mesure. Non, il n'est pas nécessairement. Mais le Mali qui était... oui, on l'a bien observé. C'était là les ténors. Voilà, donc il est toujours aussi bien vrai que quand vous rencontrez un adversaire, vous devez vous donner les moyens et les chances. Parce qu'au-delà de se qualifier, il faut se servir de ces matchs pour la compétition à venir. Donc c'est important. Ce qu'on peut noter depuis ma bord, c'est que l'état d'esprit dans le groupe, il est bien. Ça, il faut le dire. Mener 3 buts à 0 en première mi-temps, c'était aussi bien de pouvoir capitaliser de ce côté-là. Il faut aussi reconnaître que c'est un groupe qui est en place, qui vit bien. Donc, l'entraîneur actuel peut aller sur la continuité. Premier match officiel. Oui, pour Joseph Doko. Effectivement, c'est un groupe assez stable. Il peut aller sur la continuité en, n'est-ce pas, insérant d'autres jeunes filles qui, n'est-ce pas, sont en train de montrer un peu de leur talent dans les différents championnats, que ce soit à Camerounais ou à l'extérieur, parce qu'en ce moment, nos filles s'exportent bien. Et la plupart d'entre elles qui sont dans les sélections, les ténors, sont
titulaires dans leur club, elles ont le temps de jeu. Donc, il suffit simplement de créer une bonne harmonie, une bonne ambiance, de bien rouder son concept de jeu, de les montrer la voie et que chacun sache effectivement qu'est-ce qu'on attend d'elle et comment se comporter le jour du match, quel est le comportement global de l'équipe quand on a le ballon, à la perte du ballon, donc régler toutes ces animations-là. Et à la fin, moi je dis, bon, on va passer contre le Congo, mais il va falloir une fois passé le Congo, il faut voilà. préciser qu'on sera qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2018, prévue au mois de novembre prochain. Alors, l'obstacle congolais est-il pour vous, Clément Zeko, déjà traversé avec ce 5-0 à l'aller? En tant qu'entraîneur, je ne dis pas oui. En tant qu'entraîneur, parce qu'il faut être prudent. Si nous avons marqué 5 buts à l'extérieur, on peut aussi encaisser 5 buts à l'intérieur, parce que c'est un match de foot. Et sur cette prudence-là, il faut construire un certain nombre de choses. Construire un certain nombre de choses pour Mais pouvoir... que vous voyez cette équipe? Non, pour pouvoir renouveler... L'adversaire du Cameroun, c'est le Cameroun. Ce n'est pas le Congo. Parce que, à la limite, les Lions ont rendu une copie très propre. Et en sport collectif surtout, rééditer n'est pas quelque chose de facile. Sur l'état d'esprit, c'était bien. Sur l'organisation de l'équipe sur le terrain, c'était bien. Sur le vivre ensemble, comme c'est le mot à la mode, c'était suffisamment bien. Les Lions ont marqué le but à la 2e minute de la première mi-temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné la possibilité à l'adversaire de lever la tête. Et au bout de 30 minutes, on était déjà à 3-0, 2 ou 3-0. Ça veut dire qu'elles ont pris le taureau par les cornes. Parce que c'était le premier match, parce que le discours du staff technique, et j'encourage ici Joseph Doko avec tous ceux qui sont autour de lui, et je rappelle qu'en ce plateau, nous avons dit que les Camerounais n'ont que besoin d'opportunités. Parce que quand Doko va gagner la Coupe d'Afrique, tout le monde ne jouera que par le nom de Doko, que l'on ne connaissait pas hier, mais qui aujourd'hui a saisi une opportunité. Beaucoup de gens se sont posé la question au moment où on passait l'équipe à Doko, s'il avait l'étoffe pour pouvoir tenir ces Lions qui étaient finalistes de la CAN l'année d'avant. Donc, on estimait que c'était un cran au-dessus. On oublie que l'entraînement est une école et que quand vous êtes allé dans cette école, il y a une universalité de l'enseignement et quand vous êtes approprié cet enseignement, vous pouvez mener. Maintenant, quand vous avez la chance d'avoir la crème comme ce qui semble être avec cette équipe de Lyon, vous n'avez qu'à mettre en application ce que vous avez appris en modelant avec votre personnalité. C'est ce qui est en train de se faire. Ils ont tellement bien fait qu'on va faire sauter des étapes à Doko et on va lui demander ce qu'on ne serait pas en train de lui demander en tenant compte du progrès étape par étape. Puisque tout le monde est conscient qu'il n'avait pas, entre guillemets, l'étoffe de cette équipe. Mais aujourd'hui, on a de la peine. On a de la peine à voir qu'on a changé de staff. Parce qu'il y a comme une continuité. Or, cette continuité a été construite. Nous sommes tous d'accord ici qu'il n'y a pas longtemps qu'elles sont entrées en stage. Et que depuis la finale de 2016, elles n'ont plus jamais joué ensemble. Et la difficulté des joueurs de haut niveau n'est pas de savoir jouer, mais c'est de pouvoir jouer ensemble. Jouer ensemble pour construire quelque chose dont la finalité est de gagner. Tout simplement. Donc voilà à peu près le fil rouge. Mais que les Camerounais ne soient pas amnésiques, qu'ils comprennent que hier, ils ont vendu moins cher. Et comme l'opportunité est arrivée, il va saisir. C'est la même chose qu'on demande de remettre cette équipe, l'équipe nationale du Cameroun, aux Camerounais. Et vous verrez ce que les Camerounais vont faire. Super plaidoyer pour pourquoi pas, que cette équipe un jour revienne à un Camerounais. Alors, sortons, on va écouter tout d'abord pour sortir donc de cette actualité l'entraîneur du Cameroun, l'entraîneur Joseph Doko et l'entraîneur du Congo qui parle de cette rencontre.
quand nous sommes allés à la pause dans les vestiaires. Bon, j'étais obligé de les remonter. Malheureusement, elles ont été incapables de répondre en deuxième période et l'adversaire était plus supérieur que nous. C'est une très bonne chose. C'est un appel même que je lance à tous ceux qui gèrent le football, l'administration, de savoir que les femmes aujourd'hui doivent être plus au sérieux, que ce soit pour le Congo, mais on parle de l'Afrique en ce moment, encore moins l'Afrique centrale. Donc du coup, je souhaiterais que le même sérieux qui est mis ailleurs soit aussi mis aussi au Congo. Je ne plaide pas parce que nous ne sommes pas ennemis. Donc ce que j'ai vu, il y a assez du talent. Et c'est pour ça que je redoute le match de retour. Il va falloir qu'on se prépare une fois de plus pour essayer d'espérer qu'on a les deux pas à la qualification. On est venu ici pour avoir un résultat positif. Je pense que ce soir, on a eu un résultat positif. Et aussi en face de nous, on a une équipe qui a répondu. C'est juste que ça s'est joué à des détails. Et nous, on a su gérer ces détails. Ce soir, nous sommes vraiment satisfaits, mais ce n'est pas terminé. Parce que même comme on a gagné 5-0, il y a le match retour. Ils vont aussi se préparer, et nous aussi. Donc ça sera un match qui ne sera pas semblable. Celui-là, il est déjà passé. Ces réactions, il y a un match retour qui est prévu ce samedi du côté de Yaoundé. Parlons à présent de Ligue 1. La Ligue 1 avec quelques rencontres et ce match qui a opposé Astre de Douala à Unisport du Honkam. Belle victoire de l'équipe des Astres de Douala sur le score de 2-0. C'était donc pour le compte de la 23e journée du côté de Limbé. Et surprise générale, on voit l'un des buts des Astres de Douala. Vous semblez accuser le gardien. Est tellement affreux. Le gardien a une bourde, c'est mal. Mais là, on peut apprécier la combinaison. Oui, non, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est super bien joué. C'est parti là sur une balle arrêtée et qui termine au fond des filets. Vous pouvez accuser. J'ai été au stade. J'ai vécu ce match. Oui. Je parle de ce que j'ai vu, j'ai vécu. La séquence de ce but est très belle. Mais le deuxième but, c'est une catastrophe. Le deuxième but, une catastrophe. Voici le technicien de foot. Ce but. Oui, ben non, disons que le joueur sur le côté élimine bien. Ils font 1-1-2 avec Kosso qui redresse. Voilà, c'est tout. Le ballon est bien donné, n'est-ce pas, dans l'axe de but et l'attaquant surgit. Il y a ce mauvais replacement défensif. Le gardien est-il exempt de tout reproche sur cette action? Bon, je pose la question. Ils sont 3 dans la surface de réparation, il n'y a que 2 joueurs des Astres. Ils sont 3, plus le gardien, ça fait 4. Il y a une faute passivité. Et le ballon est sur le côté. Comment ils peuvent être tous alignés de cette manière-là? Dans le gardien, pour vous, déjà la défense, elle est dans la rue. Le gardien, selon la défense est dans la rue. Le gardien, à ce moment, ils ne sont pas. Non, puisque ces joueurs sont au marquage. Les joueurs sont. L'attaquant est avec le défenseur. Le gardien va sortir pour aller faire quoi? Voilà. Et il faut dire que Astre, à ce moment, il y a une infériorité numérique sur cette action dans la surface de réparation de Unisport du Honkam. Alors, on va écouter quelques acteurs, tant du côté des Astres de Douala que du côté de Unisport du Honkam au sortir de cette rencontre. Ils sont au micro de Raoul Taboufou. Délivrer parce que là, c'est une phase de retour comme celle que nous avons commencé avec 5 défaites d'affilée. Ça a tout dans la tête, ça allait dans tous les sens. Heureusement qu'on a pu rester concentré malgré tout ce qui se disait, malgré tout ce qui avait qui bougeait à la maison, pour rester concentré. Bravo aux gars qui ont pu sortir de Garoua où nous sommes arrivés samedi et reprendre avec le ligne. C'était le centre fois travail, ils ont tout donné. C'était de bonne guerre. Ils nous ont gagné à l'aller. C'est vrai qu'à l'aller, on aurait pu sortir de là avec un point parce qu'il y avait un penalty à la fin du match. Il suffit de laisser un être humain. Mais je pense que c'était un match engagé qu'il fallait tout gagner parce qu'on a eu la chance que les autres qui sont derrière nous hier ont fait quelques faux pas. Il fallait plus gagner et il fallait arrêter cette saignée. Je pense que on pouvait faire. Maintenant, on va rester concentré et continuer à travailler et que les gars continuent à tout donner. Parce que voilà, c'est vrai, les 5 matchs qu'on a eu après, il faut l'avouer, c'était pas quand même démérité, mais on prenait des buts comme ça, on essayait d'élaborer le jeu, mais malheureusement, le résultat ne suivait pas. Bon voilà, c'est pas que l'essentiel est fait.
Voilà donc Olivier Nakam des Astres de Douala qui parle de cette rencontre. On jette un œil à l'ensemble des résultats de cette 23e journée du championnat de Ligue 1 avec Fortuna qui est tombé devant APGS sur le score d'un but contre 2. Dragon de Yaoundé Lions Sport Academy de Bamenda qui ont fait jeu égal 0 but partout. Bambouto Zobouda et Ding de la Ligue qui ont tout aussi fait jeu égal 1 but partout. New Star de Douala qui a battu Fofou de Baham 1 but à 0. Stade Renard de Mélon et UMS de Loum 0-0. Aigle Royal de la Ménois et Colombe du Dja et Lobo 1 but partout. Coton Sport de Garoua et Union de Douala 0 but partout. Astre de Douala qui a battu Unisport 2-0 et puis Fetchi FC de Diko Banjoun qui a pris le dessus sur Yafoot sur le score de 1 but à 0. On va jeter un œil à la programmation de la prochaine journée. Ce sera ce dimanche, samedi et dimanche pour être précis, avec APGS Bamboutos, Colombe du Dialobo contre Stade Renard de Mélon, Eding de la Ligue Dragon de Yaoundé, Fofou de Baham et Royal de la Ménois, les Astres de Douala, Union de Douala, UMS de Loum, New Star de Douala, Unisport du Camp Fetchi FC Didiko Banjoun, Yafoot Fortuna et puis Lions Sport Academy de Bameda contre Coton Sport de Garoua. Et puis le classement à l'issue de cette 23e journée avec Coton Sport de Garoua qui est en tête avec 48 points, deuxième UMS de Loum 40 points, troisième Lions Sport Academy 36 points, quatrième Fetchi FC Didiko Banjoun 34 points, cinquième New Star 33 points, sixième c'est l'équipe de Bamboutos de Bouddha 33 points tout aussi, septième Unisport du Honcam 32 points, huitième c'est Stade Renard de Mélon 32 points, 9e Fofou de Baham 32 points, 10e Union de Douala 32 points, 11e Eding 31 points, 12e APGS 30 points, 13e AS Fortuna avec 30 points, 14e Astre de Douala 25 points, 15e Dragon de Yaoundé avec 25 points et puis dans la zone rouge AS Colombe du Djaïlobo 22 points, Aigle Royal de la Ménois avant-dernière équipe avec 20 points et puis Yafoot avec 20 points ferme le classement. On parle de la Coupe du Cameroun dans la région du Sud-Ouest et ce match qui a opposé ici à l'équipe de l'IFCA, c'est l'équipe de la communauté urbaine de Libé face à Victoria United au Popo, la demi-finale donc comptant pour la Coupe du Cameroun, qualificatif pour la Coupe du Cameroun et c'est l'équipe donc de Victoria United qui a pris le dessus sur celle de la communauté urbaine de Limbé, l'IFCA, dans ce stade, voilà, ce stade qu'on... on a apprécié la pelouse de ce stade et l'équipe donc de Victoria United qui a pris le dessus 1-0 sur la formation de l'IFCA. On rappelle que c'est l'équipe de la communauté urbaine. On voit d'ailleurs ce but de l'équipe de Victoria United au Popo. 1-0, ce résultat final, et on retient que c'est sur ce score que le match s'est achevé. Victoria United qui jouera contre FISA, Ndjalakwan qui jouera contre MSA, voilà pour cette rencontre. Et puis, on va écouter quelques réactions, puisque l'on sort de cette émission, quelques réactions au sortir de cette rencontre. L'entraîneur de l'IFCA, Joseph Kouihawa, voilà, que nous avons eu l'occasion de recevoir sur ce plateau. L'entraîneur aussi ici de Victoria United, dans la personne de Mbok Mapout, qui parle donc de cette rencontre. De football, il faut quand même dire que c'est une vieille marmite qui est allée jusqu'en demi-finale l'année passée. Nous sommes allés en quart de finale. Il faut respecter l'adversaire. Moi, je crois que le match s'est joué à deux phases. Nous avons raté toutes nos chances en 20 mi-temps. Je crois que c'est un mauvais jour. Pour une équipe qui marque 5 buts par match, si on parvient à rater le penalty, ça veut quand même dire que c'est un mauvais jour. Moi, je crois que ce match est bienvenu. Ça va faire en sorte que les enfants prennent conscience qu'ils peuvent faire des matchs et on va travailler au championnat. C'est l'objectif principal. Je ne voudrais pas mettre la défaite sur quelqu'un. Moi, l'entraîneur, je le prends sur moi. À moi de conduire mes troupes. Et moi, j'ai dit, je sais que les supporters sont fâchés. Je leur demande pardon pour cette défaite. Ils peuvent tout dire, mais qu'ils continuent à croire à l'équipe. Moi, je crois qu'on a une bonne équipe. C'est un mauvais jour. Quand on regarde l'avenir, qu'on ne pleure pas parce qu'on peut pas gagner, pourquoi a eu la victoire, nous les avons donné un but parce qu'en fait, quand vous regardez le match, je crois qu'on aurait dû
pu marquer au moins un but dans ce match, mais je crois que c'est le mauvais jour. Donc en football, soyons sportifs. Last year, we went right up to the semi-finals of the first Cup of Cameroon. I would say that our effort was very, vibrant. This year, we just want to make it again, but it is not our number one priority. Because our number one priority is to qualify for early two. And this year, we are still intending to fight. If God says yes, then we're going to go ahead. If you want to be victorious, then you have to go for war. Also, the guys, they themselves, they knew what was in front of them. We are playing a very tough side, a side that hasn't lost any game, a side that has played about 5 games, beating their opponent 5 goals at least in each game. So my guys, they were really ready, and I told them they have to just calm down and just take the match like it is a normal match. But during the first half, they had a little pressure, but during the second half, then they maintained their rhythm. Okay, and what to the population, the supporters have come in great numbers? I give them great thanks. They are always behind us, and without them, I don't know if really my guys will always wake up from slumber, and I really call on them to continue to support us. Nous avons vraiment assez de regrets, d'autant plus que notre deuxième équipe de la ville vient d'être éliminée, mais c'est le football. Notre équipe aussi a perdu aussi le but. En ce qui concerne cette compétition, nous sommes vraiment très ravis parce qu'on a quand même vu que le niveau de notre championnat est déjà très bien élevé. Notre première ambition était la coupe. On a été peut-être éliminé. Et notre deuxième ambition, je pense que ça sera le championnat régional. Aussi, notre challenge aussi, c'est la formation des jeunes. Il faut qu'on essaie de voir si à la fin de la saison, on a eu 1, 2 ou 3 gamins dans les sélections nationales ou des gamins qui peuvent émerger du côté de l'Europe. Je veux d'abord commencer à dire à tous nos supporters d'être toujours à côté de nous et continuer à nous encourager. Et je veux aussi remercier le Seigneur qui nous aide à encadrer les enfants de cette manière. Et ensuite, nous prions aussi que cette année se passe bien pour les prochaines matchs. Voilà donc pour ce championnat, en tout cas pour cette Coupe du Cameroun dans la région du Sud-Ouest. Et pour sortir de cette édition, parlons de la 3e édition du championnat des vétérans de la région de l'Ouest, qui est lancée avec 8 équipes sur la ligne de départ. L'éclair Tsakem, dans son reportage, nous en dit plus. Le coup d'envoi de la 3e édition du championnat des vétérans de la région de l'Ouest a été donné le week-end dernier au stade La Chefferie de Bafoussam. En match d'ouverture, la Minois, ici en maillot orange, a dominé le Noun 1-0. Le capitaine des vétérans de la Minois est satisfait de la prestation de ses coéquipiers. Nous sommes tout à fait satisfaits. C'est la première journée du championnat régional saison 2018. Les automatismes ne sont pas encore au fixe. Mais aujourd'hui, nous avons quand même prouvé que nous avons une équipe au sein de laquelle il y a une certaine cohésion, au sein de laquelle il y a une certaine technicité. Et nous pensons qu'au fur et à mesure que le temps va passer, nous allons davantage pouvoir nous trouver et espérer faire une très belle prestation à la fin de la saison. Le Haut Plateau a dominé la MIFI 2-1. Le Ronki a battu le Ndé 4-3. Et puis le Okam a pris le dessus sur les Bamboutos 1-0. La prochaine journée est prévue le 11 août 2018 à Bouddha. Avant le coup d'envoi de cette édition, une marche sportive a été organisée sur les artères de la ville de Bafoussam. Marche sportive dans les artères de la ville de Bafoussam pour le lancement de cette 3e édition de ce championnat régional des vétérans pour l'Ouest, qui nous permet de sortir de cette édition avec nos invités. Dernier tour de table. Merci à vous, Jacques Huissy, en espérant que voilà, vous allez préparer les cyclistes pour remporter, pourquoi pas, la prochaine édition du Tour cycliste. Et il faut dire qu'en cyclisme, la prochaine compétition, c'est le Grand Prix Chantal Biya, en espérant que, voilà, pourquoi pas qu'un coureur de la région du littoral finisse en maillot jaune. C'est notre souhait, c'est le souhait de tous les Camerounais. Il faut se préparer. Vous savez, on ne peut pas gagner sans Ça veut dire qu'on ne se bien prépare se pas préparer. assez jusque-là? Non, on ne se prépare. Je profite déjà de votre antenne pour annoncer ici là, que nous organisons à la Ligue notre championnat régional
le 24 juin, dans Douala Limbe, en 2 catégories. Il s'agit là de 2 régions. Allez. Voilà. Interrégional. Merci à vous, Jacques Cuissy. Merci à Clément Zeko d'être venu. Alors, le mot de la fin portera sur quoi? On a abordé pas mal de sujets. Oh, déjà, je parlais de la victoire des Lions, héroïque, dans la forme et dans le fond. Maintenant, il faut s'inscrire dans la continuité. Et j'ai foi en ce que l'encadrement technique, piloté par Ndoko, est capable de faire. Je leur souhaite bon vent et je croise le doigt pour que je ne sois pas démenti. Vous dites si Ndoko peut le faire avec les Lions, forcément, quelqu'un d'autre peut le faire avec les Lions. Alors, Vassilios, pour sortir. Ben, pas grand chose à dire. Il dit que le championnat en ce moment est véritablement disputé. Ben, il y a des équipes qui se comportent très bien depuis la phase de retour. Stade Renard. New Star, Stade Renard, qui, n'est-ce pas, font une très bonne remontée au classement. Il y a Fourou qui, en phase d'aller, était bien. Qui se porte très mal. Donc, voilà un peu. Ils se sont séparés de leur entraîneur. C'est les conséquences. Parfois, on peut avoir des staffs qui sont assez stables, mais on n'est pas suffisamment tolérant, suffisamment patient pour laisser l'entraîneur, à la sortie d'un match, de se rattraper, de se raviser. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. La conséquence est là. Allez, merci Vassilios. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Merci à tous ceux-là qui nous ont accompagnés de près ou de loin. Madame, monsieur, merci donc de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition d'Horizon Sport. Voilà, en espérant pouvoir me voir pour conclure définitivement. Voilà, c'est le cas. Merci donc à tous et à chacun. Vendredi prochain, c'est un autre jour. Nous serons là pour un autre numéro de cette émission Horizon Sport sur Equinox Télévision. Très belle suite des programmes à tous et à chacun sur la télévision. Et surtout, je souhaite à vous tous un très bon week-end. Au revoir.